Bonjour et bienvenue dans le podcast Dose d'Inspi. Je me présente, moi c'est Nadine et je suis là pour t'apporter ton carburant quotidien pour te booster à aborder sereinement ton entrée dans la vie active. Tu es étudiant ou étudiante, jeune ou moins jeune? Eh bien, ce podcast est là pour te proposer des interviews de professionnels uniques par leur parcours et une découverte de leur métier. Mais aussi, tu auras des étudiants et étudiantes qui nous partageront leurs défis de tous les jours pour préparer leur avenir. Alors, tu veux des actualités, des anecdotes, de la musique et des conseils pratiques? Alors installe-toi, mets tes écouteurs ou monte le son de tes enceintes et prends ta dose d'inspi. Salut Jérémy. Salut Nadine, comment vas-tu? Oui, je vais bien et toi? Impeccable. Bienvenue sur mon podcast. Merci beaucoup de m'inviter. Eh ben écoute, c'est normal. On va raconter un peu la petite histoire, parce que Jérémy, faut savoir que c'était mon coach avant. Et donc, c'est avec grand plaisir que du coup, j'ai eu envie de l'inviter sur mon podcast Dose d'Inspi. Et il va pouvoir nous retracer un petit peu son parcours, qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et il pourra aussi nous dire plein de choses sur tout ce qui l'inspire dans la vie de tous les jours. J'en dis pas plus, mais sans plus attendre, je te laisse te présenter tranquillement. Ok, alors moi c'est Jérémy, tout le monde m'appelle Jay. Je précise même mes parents. Voilà. Voilà. Et donc oui, je suis coach sportif, ancien basketteur. Maintenant je suis, on va dire, un runner. Et puis voilà, je suis connu plutôt pour le renfort que je fais à côté, D'accord. le street workout. Et puis donc, comme quand on s'est rencontrés, moi j'aime bien partager ma passion sportive. Voilà, c'est pas juste du sport, c'est un moyen de communiquer et de donner de la force aux gens. Super. Du coup, je me dis, vu tout ce que tu nous détailles là, et on sent que c'est hyper passionnant, à la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Tu sais, souvent on nous pose cette question quand on est petit. Qu'est-ce que tu répondais en général? Moi, quand j'étais petit, ça dépend à quel âge. Mais pendant longtemps, je répondais en regardant dans les yeux que je voulais être basketteur pro en NBA. Ah oui, d'accord. Donc finalement, le basket, ça t'est venu assez tôt. Le basket, ça m'est venu à 11 ans. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'en décrocher. C'était vraiment ma drogue, mon futur, tout. Même en tant que jeune noir qui cherche à s'identifier dans la société française, je trouvais j'avais personne, aucun sportif ou quoi qui m'inspirait vraiment. Et quand j'ai découvert Jordan, je disais encore ça il y a 2 semaines là, j'ai découvert Michael Jordan dans un magazine. Avant de le voir déjà en vrai jouer, j'étais déjà inspiré. Ah oui. Ah, elle était déjà inspirée. La dégaine, l'attitude sur les photos, tout ça, les habits, tout ça, voilà. L'environnement, ça m'a parlé tout de suite. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu t'identifies tout de suite et tu t'es accroché à cette espèce de rêve finalement, c'est ça, qui te permettait de t'épanouir et de kiffer dans ce sport. C'est ça. Ok, super. Ah, d'accord. Et il y a d'autres choses que tu disais, parce que tu as dit ça dépend à quel âge. Donc au début basketteur. Oui, parce que avant 11 ans, tu sais pas ce que tu veux faire. Oui. T'aimes bien le dessin, je veux être dessinateur. T'aimes bien les séries où il y a des policiers, parce qu'à l'époque, quand on était petit, les séries c'était souvent avec des policiers, en uniforme ou pas en uniforme. Tu disais, ah, j'aimerais bien être policier, comme ça, le goût du risque et tout, tu vois. Mais on va dire que vraiment, quand tu commences, tu réfléchis même pas. Ça te tombe dessus, tu dis, ah, mais en fait, ça c'est trop bien. Le basket, voilà, c'est la NBA, c'est tout. Tu vois. Ouais. Donc, très tôt, c'était une évidence pour toi. Ouais. Ok. Bon, tu pourras nous raconter un peu comment, en tout cas, ça a évolué. Alors, quand tu t'es présenté, tu as dit un mot. Je suis runner. Ouais. C'est quoi être runner? En fait, c'est marrant que tu dis ça parce que déjà, je dis je suis runner, mais comme tu le verras, j'ai dit et je suis aussi un runner, mais je ne me considère pas vraiment comme un runner. Mais un runner, je pense que c'est quelqu'un qui court très souvent. Moi, je cours 5-6 fois par semaine. D'accord. Ah oui. Voilà. Assez souvent. Donc voilà. Et après, ça fait partie d'une communauté. C'est le nom d'une commune dans la communauté. Voilà, maintenant, c'est un truc élargi. Je pense qu'avant, c'était plus des athlètes, des vrais passionnés, comme moi, j'étais pour le basket. Oui. Et maintenant, avec
avec un peu la mode, un peu avec le fait qu'au niveau des emplois du temps, ce soit aussi facile à caser, que ce soit un sport qui soit pratique à faire et maintenant aussi qui était beaucoup développé au niveau des médias, des applications. Et ben, du coup, je pense qu'on peut s'identifier assez rapidement et on se prend au jeu aussi rapidement. D'accord. Donc du coup, quand tu parles d'être runner, Ouais, tu parles de la course à pied. exactement. Ok. Donc c'est le sport que tu pratiques actuellement? Le plus, oui. Le plus. Quelle sensation ça te procure justement de pratiquer ce sport? Mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. La première, c'est le bien-être. Moi j'ai l'impression quand je cours que je suis en symbiose avec mon corps un peu, tu vois. Oui. Parce que ça permet de savoir justement au niveau parce que comme en fait il y a beaucoup de parties de ton corps que tu fais travailler en même temps et on va tous on a une quête. Pour ça que je remercie souvent mon corps, c'est qu'en fait tu as une quête. Si moi j'ai une quête au niveau du chrono, il faut que je m'entraîne, il faut que mon corps me permette de m'entraîner les 5 ou 6 fois. Et regarde ce matin, hier soir par exemple, j'ai couru avec mon groupe, le groupe que j'entraînais hier soir. J'ai couru un peu moins d'une heure et d'une allure pas très rapide mais assez soutenue. Et je savais que ce matin, donc à 9h, j'étais sur la piste tout seul. Oui. Et j'ai fait une séance piste de 11 km. Et ce matin, par contre, ça a envoyé, il fallait envoyer fort. Et ben dans ces moments-là, tu vois, tu te dis, tu remercies que ton corps de tenir et de t'accompagner dans ta quête. Oui. Mais c'est qu'il y a des moments où il faut savoir courir vite, il y a des moments où il faut savoir courir lentement. Il faut faire travailler le cardio. Je ne vais pas détailler tous les muscles qui travaillent. Mais en fait, voilà, c'est te permettre de savoir que tout va bien. Et pareil, donc c'est pour ça que des fois, tu es tellement content quand tout va bien, que justement, des fois, quand tu as une petite gêne au genou ou ailleurs, tu te dis, ah, tu vois, tu ressens un peu le truc. Oui. Et moi, j'aime bien, voilà, c'est ma manière, comme je dis des fois, c'est un peu mon yoga à moi, de vérifier que mon corps va bien. Et en fait, même quand tu fais un footing, je trouve que quand tu cours, t'es content pour rien en fait. T'as fini ton footing, t'as l'impression que t'as fait un truc de fou, t'as rien fait de particulier, mais ça t'a fait du bien. Et tu repars, comme on dit, au début tu pars, t'as des problèmes ou t'as des trucs, des petits sujets auxquels t'as besoin de réfléchir, tu reviens, t'as fini ton run, t'es content, au niveau, dans ta tête, t'es apaisé. Que t'aies trouvé ta solution ou pas, mais au moins tu te dis c'est pas grave, j'ai passé un bon moment avec moi-même. Aussi, Oui. ça aussi c'est un sport aussi qui permet de te découvrir, surtout dans les prépas marathons. D'accord. Parce que dans les prépas marathons, je sais pas pour les autres, hein, mais moi je trouve que tu te coaches toi-même en fait. Les moments où c'est un petit peu dur, tu te parles à toi-même, tu te dis non allez vas-y on y va, t'as des allures à tenir, t'as des sorties à faire. Parce qu'il y a leur marathon, donc tu cours c'est sûr 6 jours par semaine. Donc voilà. Et comment tu fais pour pas abandonner? Parce que tu parles de ce truc de se parler à soi-même, Ouais. de se découvrir. Ok, mais t'as forcément des moments un peu bad. Comment tu fais pour... Alors, des moments bas de oui, abandonner, jamais. D'accord. Donc Mais- ça, c'est ton leitmotiv. Non, en fait, c'est quoi? J'y pense même pas à abandonner. Ouais. Avant que tu abordes la question, là, non. Parce qu'à la base, je fais du sport pour moi, donc j'ai pas de raison d'abandonner. Après, par contre, ça m'est déjà arrivé, difficilement, que la séance se passe pas comme tu veux, tu te sens pas bien, et tu te dis non, tant pis, je reviendrai demain, ou peut-être que j'ai besoin de 3 jours de repos. Comme tout le monde, des fois. Par contre, tu vois, l'abandon fait pas partie du programme, mais si je me sens fatigué, très facilement, je me dis, non, je suis fatigué aujourd'hui, donc je suis fatigué, je vais pas, peut-être, soit je fais pas le fractionné, et du coup je fais un petit footing, Oui. ou soit je me dis, non, je cours pas pendant 2 jours, pendant 3 jours. Oui, donc tu revois ton programme, tu Ouais. réadaptes, mais ça ne veut pas dire que tu Ouais, vas tomber. quoi. non, parce que c'est un truc du quotidien, donc, et de toute façon, on est tous fatigués. Oui. Et puis il y a des jours où, regarde, aujourd'hui j'ai couru, franchement ce matin j'étais fatigué, je me suis dit, ah vas-y, c'est chaud aujourd'hui. Et je me suis dit, est-ce que je le remets à demain? Mais j'ai dit, mais demain tu peux pas. Tu auras ton fils, tu as le boulot, tu pourras pas. Et de toute façon, jeudi et vendredi, tu as d'autres trucs. Ça se trouve que jeudi et vendredi, ça se trouve que tu pourras pas courir. Donc non, c'est aujourd'hui. Oui. Oui. C'est tout en fait. Ouais. Donc il y a vraiment ce côté où je sens aussi un peu de l'autodiscipline dans tout ce que C'est ça. tu dis, parce que tu remets des fois les pendules à l'heure pour bien rappeler que en fait c'est ça. Et ça sert à rien d'essayer de décaler parce que ça va encore plus décaler plein d'autres Exactement. choses. Exactement. Donc ça Le planning effectivement- se charge de toi. Ouais, c'est ça. Ok. On va un peu faire un retour en arrière Ok. pour parler justement de comment tu es arrivé jusqu'à cette étape
on va dire, de plénitude dans le sport et la casquette que tu as aujourd'hui en tant que coach. Ouais. Parce que si je peux me permettre, on peut parler un peu de reconversion dans ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? En fait, on peut en parler et à la fois, on n'a pas forcément besoin d'en parler parce qu'en fait, j'ai toujours su que je voulais être sportif. J'étais prêt à être sportif à haut niveau. Oui. Sauf que ça ne s'est pas passé dans le sport que je voulais. Peut-être qu'aujourd'hui, avec du recul, je me dis que j'ai eu tort de m'entêter dans le basket. Et peut-être que si j'avais commencé la course à pied plus tôt, peut-être que là, j'aurais pu faire quelque chose, je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, dans tous les cas, je me dédiais à être sportif de haut niveau. Donc même quand j'ai eu des doutes sur le fait de pouvoir faire quelque chose dans le sport, même si je le mettais en deuxième ou en troisième plan, je me suis toujours entraîné, j'ai toujours mis le sport au cœur de ma vie. Oui, et le sport a toujours été présent, même quand tu avais un poste bien précis dans une entreprise ou autre, eh bien, il y a toujours eu le sport qui avait une place prépondérante. Mais sauf qu'aujourd'hui, tu en fais pleinement ton activité. Oui. Donc c'est en ça où je parle de reconversion, mais après voilà. Non, tu as raison, je comprends bien. Je comprends bien. Et donc, qu'est-ce que tu veux savoir exactement ? Quand est-ce à quel moment tu as eu le déclic pour justement... De basculer complètement pour bosser, pour en faire mon métier ? Oui. Alors, j'ai eu le déclic quand... Alors, excuse-moi, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu faisais avant. Et après, tu nous parles du déclic. Comme travail ? Oui. Alors, j'étais responsable transport et logistique pendant une dizaine d'années. D'accord. Et à côté de ça, je me suis toujours beaucoup entraîné. Et je me suis beaucoup entraîné tout seul, je précise. Oui. Et en fait, lors de la séparation avec la mère de mon fils, je suis retourné temporairement sur Cergy. Donc, Cergy, là où j'ai été au lycée. Et là-bas, il y a des installations sportives, notamment une piste et des aires de street workout juste à côté. Et là-bas, je suis retombé sur des copains du lycée et qui me voyaient m'entraîner tout seul, qui étaient un petit peu impressionnés et très motivés, qui m'ont demandé si pendant que j'étais là, je pouvais les coacher un petit peu. Et je leur ai dit pourquoi pas, sachant que j'ai toujours eu l'habitude en fait quand je fais du sport que ce soit mes petits cousins, mes neveux, n'importe qui est là, et je dis vas-y tu veux faire du sport, viens t'inquiète on va s'adapter, on fera un truc ensemble, ça te fera du bien et voilà. Donc là c'est ce que j'ai fait un peu pour mes gars. Et au fur et à mesure, je me rappelle ils sont venus au début, ils n'étaient pas beaucoup, et au fur et à mesure il y avait plus de monde qui venait. Et après moi j'ai commencé un peu à me désolidariser parce que je me disais les gars, moi je viens m'entraîner, je viens pas forcément pour coacher beaucoup de gens. Je peux vous donner des consignes, mais moi il faut que je fasse, dans tous les cas, il fallait que je fasse d'abord ma séance de run et après que je fasse ma séance de renfort. Donc en gros je te passe les détails, tout se passe bien et c'est quand je repars dans ma région d'origine, ma ville d'origine autour de Herblay, Cormeilles-en-Parisis, que mes potes m'ont dit on accepte de te suivre si tu veux, parce qu'on aime bien ce qu'on fait avec toi et on sent qu'on progresse et voilà. Donc de là j'ai commencé à m'entraîner un peu plus en groupe. Alors ça c'était le début de tout ça. Ensuite c'est plus je pense quand j'ai commencé à me mettre sur les réseaux, sur Instagram. Au début, je communiquais un peu timidement sur mes performances ou sur ce que je voulais, parce que c'était les réseaux sociaux et j'étais un petit peu méfiant. Oui. Puis après, le vrai déclic, je pense, c'est quand il y a une de mes amies qui vit à Londres et qui m'a dit, qui elle n'est pas du tout dans le sport, et qui m'a dit, mais c'est intéressant tout ce que tu fais, tout ça, quand tu m'en racontes. Moi, c'est pas ce que je vois de ce que tu postes. Elle me dit, mais pourquoi tu racontes pas tout ce que tu me dis dans tes posts ? Et moi, je lui dis, je sais pas, je pense que ça va pas intéresser grand monde en fait. Elle me dit mais t'as tort. Elle me dit mais en tout cas si soit là tes posts en gros sont trop timides, soit tu vas vraiment, soit tu vas pas. Et je sais qu'elle avait raison, du coup j'ai réfléchi et du coup j'ai commencé à changer ma com. J'ai commencé aussi à me dire que comme toute chose j'aime bien avoir des objectifs et que là si j'avais des objectifs derrière, notamment j'avais un rêve de sponsoring pour mes activités sportives, et je me suis dit vas-y on y va, c'est parti. Et quand j'ai commencé du coup à poster un peu plus mes activités sportives, mes runs, mes renfos, de plus en plus ça commençait à prendre au niveau des abonnés, au niveau des questions, au niveau des gens que je rencontrais, au niveau des échanges avec d'autres passionnés, ce qui me plaisait beaucoup. À côté de ça, donc les activités de coaching en parallèle de mon boulot. Au bout d'un moment, il y avait beaucoup de choses, mais tout était au vert, que des bons signaux. D'accord. Et ensuite arrivée la quarantaine, la quarantaine qui approchait, et je me suis dit mais attends, là tu vas avoir 40 ans,
tu as tous les signaux qui sont ouverts, tu es validé par Insta, tu es validé par ton entourage, tu es validé par tes potes, par ta famille. Et il te faut quoi pour te lancer si tu as vraiment envie de changer de carrière? Tu n'as pas changé à 45 ans, tout ça. Donc je dis, bon, non, vas-y, c'est parti. Ok. Donc du coup, j'ai entamé une rupture conventionnelle. Tu t'es posé les bonnes questions à ce moment-là, mais à un moment donné de ta vie où c'était une étape un peu charnière, voilà, on approche de la quarantaine, on se pose de grandes questions. Mais en même temps, oui, tout était bon pour que tu te lances, en fait. C'est ça. Parce que souvent, on a besoin effectivement d'avoir la validation de ses pairs, la validation de son entourage. Et là, en fait, ça faisait déjà un moment que tu te plaisais dedans et qu'il y a des choses qui tournaient assez bien. En fait, au début, ça faisait 2 ans que j'y pensais, sauf que je m'étais dit que j'allais faire un fonds GESIF ou un truc comme ça pour partir. Oui. Et en fait, je t'avoue, je ne savais pas vraiment comment j'allais faire. D'accord. Je ne savais pas comment j'allais faire. Je m'étais dit, bon, j'attends au niveau du boulot, j'essaie de faire une mise à dispo ou un truc. Et je voyais qu'au niveau du boulot, ça devenait de plus en plus compliqué. Même l'ambiance, même moi, j'allais de plus en plus à reculons. Et voilà. Hein. Ouais, et ce que j'aime bien dans la vie, c'est que des fois, tu peux prévoir certaines choses, d'autres choses que tu prévois pas. Et moi, j'aime bien. Il y a une partie de moi, à la fois, je suis resté aussi longtemps parce que je voulais sécuriser pour ma famille, tu vois. Oui. Financièrement, avant de partir, de changer de carrière. Mais en même temps, j'aime bien aussi le fait que si j'en ai marre, et je puisse faire ce que j'ai envie de faire, en fait. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez patient, mais par contre, quand dans ma tête, j'ai pris la décision de faire quelque chose, j'arrête tout de suite. Ouais, et par contre, j'arrive plus à faire semblant. Donc j'ai décidé. Ok. Donc c'est à ce moment-là, en fait, que que ça se joue et que on va peut-être pas forcément parler d'équipe, parce que j'ai l'impression que le déclic, tu l'as eu bien avant. Mais en tout cas, la décision, tu l'as prise à ce moment-là. Exact. Ok, super. Et donc, quelles sont les actions que tu as pu entreprendre pour justement pouvoir démarrer et avancer sur les différentes étapes de ta reconversion? La première étape, c'était de valider une rupture conventionnelle. Oui. Voilà, donc déjà de voir l'employeur, de négocier, parce que bien sûr, ils ne veulent pas te laisser partir, ou sinon ils te disent tu démissionnes. C'était difficile? Ça a été. Ouais. Il fallait être persévérant, il fallait être déterminé. Voilà. Et c'était très, très, très stratégique, et en même temps, à la fois, il faut les motiver, il faut les rassurer, et en même temps, il faut être ferme. Oui. Voilà. D'accord. Donc les étapes, c'était ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme étape? Ouais, après aussi de se renseigner aussi, même au niveau Pôle emploi, qu'est-ce que tu vas avoir comme revenu, combien de temps, hein, tout ça. Et puis ensuite, de penser au futur, parce que là, en l'occurrence, moi, je suis coach sportif depuis 5 ans maintenant, mais même si j'aurais pu ne pas le faire, pour moi, je voulais quand même légitimer ma passion par un diplôme. Oui. Et du coup, je prévoyais de me former, d'avoir un diplôme validant mes aptitudes sportives et ma passion. Donc en fait, j'ai commencé aussi en parallèle à me renseigner sur les différentes formations et les différents concours d'entrée des écoles. D'accord. Donc je me suis préparé pour les différents concours d'école, notamment là je faisais le CREPS, donc et que leurs demandes, leurs requêtes pour pouvoir accéder justement pour se faire recruter dans l'école, justement il fallait s'entraîner parce qu'il y avait des aptitudes à valider, des aptitudes sportives par exemple. Donc je me suis beaucoup entraîné. En parallèle, j'avais le marathon de Boston aussi, donc j'ai fait le marathon de Boston. Alors ça, c'était quand? C'était en quelle année? La même année, l'année dernière, j'ai eu une grosse année. C'est l'an dernier. Okay. Quand j'ai quitté le boulot en 2022, à la fois j'avais le marathon de Boston, donc je m'entraînais beaucoup pour ça, et à la fois donc j'avais des concours d'entrée d'école à préparer. Mm-hmm. Il y avait des choses que je faisais pas, parce que moi, c'est vrai que je fais beaucoup de poids de corps. Et là, il y avait de la musculation vraiment, donc il fallait travailler donc les squats, les back squats en lesté, avec des poids, qu'est-ce qu'il y avait, des tractions, ça c'était bon, il y avait le développé couché, voilà. Mais après il y avait quand même des performances à aller chercher, donc il fallait travailler. Donc j'étais en mode à la salle tous les 2 jours, à peu près, 3 jours par semaine, en plus du running. Donc voilà, donc c'était ça, voilà, il y avait ça. Et puis si aussi pendant un moment, donc jusqu'à la rentrée scolaire, je m'étais mis en mode full coaching, donc jusqu'à présent, j'ai eu de la chance, tous mes clients, je les ai trouvés par Instagram et c'est eux-mêmes qui viennent vers moi. D'accord. Instagram ou Facebook, par rapport à mes posts, par rapport à ma communication, je pense. Donc, oui, donc ça au bouche à oreille. Autour de toi. Au bouche à oreille.
C'est plus l'inverse, c'est plus même là jusqu'à présent, encore moi qui dis aux gens, je choisis un peu les gens que je coach en fonction de mon planning, en fonction de leurs objectifs. Mais c'est vrai que pour l'instant, donc voilà, j'avais déjà des clients, j'ai juste fidélisé et je leur ai peut-être donné des créneaux en plus que par rapport à avant qu'ils me demandaient, j'avais pas. J'ai peut-être eu des clients aussi en plus sur différentes demandes. Parce qu'en fait, j'ai eu des demandes de plans, de running, j'ai eu des demandes d'accompagnement running, donc plan plus run. J'ai eu des demandes de renfort, pour du renfort. Et puis sinon, pour des bootcamps en extérieur, des choses comme ça, ou des coachings privés. D'accord. Alors, juste je reviens sur les concours que tu as passés. Ouais. Parce que du coup, ces concours demandent à ce que tu puisses réussir, valider des aptitudes physiques. Ouais. Mais au niveau des connaissances, il faut valider quoi pour intégrer Connaissances. Non, là c'est que du sport. Ah d'accord, donc il n'y a pas d'épreuve écrite, il n'y a pas de... Non, pas là, Okay. pas pour les concours d'entrée d'école, non. Ok, d'accord. Non, parce que malheureusement c'est un diplôme, c'est un niveau bac. C'est un niveau bac, je crois. Ok. Ouais, je crois que c'est niveau bac. C'est même pas niveau bac plus 2, c'est niveau bac, ou quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est pas un diplôme, même si moi j'ai déjà un bac plus 4 là, voilà, on n'est pas sur un niveau bac. Toi, c'est de toute manière pour te concentrer sur cette partie sportive, on va dire. Au final, est-ce que tu as intégré cette école ? Non, pas celle-ci. D'accord. Pas celle-ci, pas parce que j'ai raté les épreuves sportives, mais parce que ils voulaient que je fasse les deux options, parce que là il y a une option haltérophilie musculation et une option cours collectif. Au début j'ai préparé les deux et j'ai quand même validé les concours, en fait il y a des prérequis qui s'appellent les TEP. Oui. J'ai validé les TEP pour les deux options, donc ça jusque là tout va bien. Par contre ils voulaient que je prenne aussi les deux options pour les formations et moi au début j'ai préparé les deux options et après je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais ? T'as quitté le boulot pour faire un truc qui te plaît et là tu te prépares pour l'option A, donc l'option cours collectif qui me plaisait pas, notamment avec les steps. Je me suis dit mais c'est pas un truc que tu vas faire plus tard, c'est pas un truc que tu as envie de faire, pourquoi tu te forces? Donc à une semaine de passer les examens, finalement j'ai refusé sur une option. D'accord. Et ça a pas plu dans le processus de recrutement du CREPS parce que eux ils voulaient vraiment les deux, même par rapport à leur école. Par rapport à leur rayonnement et par rapport à l'employabilité, parce que le fait d'avoir des options, ça facilite l'employabilité d'après ce qu'ils disent, du coup on n'a pas fait affaire. Oui, en fait finalement c'était pas en cohérence entre toi ton projet professionnel que tu avais et eux ce qu'ils souhaitaient absolument. C'est ça. Mais moi ça me fait un peu sourire quand ils disent que oui mais ça ne leur sert pas pour l'employabilité, leur rayonnement, etc. Mais c'est pas ça qui importe, c'est le projet de l'élève qui va intégrer qui va intégrer l'école. C'est pas comment l'école va pouvoir relister toutes les personnes qui effectuent les options. Donc oui, je pense que tu as pris la bonne décision parce que finalement, tu aurais avancé avec une option qui représenterait un peu un boulet que tu aurais traîné au niveau du pied alors que tu veux pas en fait de ça. Sans compter que voilà, j'ai repris l'école donc à 41 ans et que déjà tu as du mal à te dégager du temps. Oui. Et qu'en plus moi je suis investi dans quelle que soit la chose que je fais et là par rapport au stage que je fais justement actuellement à la Montgolfière sur Paris, je suis assez investi et j'aurais pas eu beaucoup de temps. Effectivement. Donc voilà, mais après c'est pas rien de surprenant pour toute bonne école. En général on cherche pas des profils, on veut que les profils s'adaptent à ce que l'école propose. Ils sont pas là pour te dire que ton projet professionnel... Si, en plus, ils m'ont dit que mon projet professionnel était cohérent et intéressant et tout. Mais du coup, eux, malgré tout, ils veulent quand même que toi, tu adhères à leur projet. Ils veulent pas adhérer à ton projet à toi. Comme toute grande école. Alors qu'une plus petite école, justement, là, je suis sur une plus petite école, là, qui disent « Oh non, ton projet, super, allez, c'est parti !» Tu vois, c'est pas pareil. Un peu plus simple, mais je trouve que quand on parle d'options, c'est étonnant de se dire que, non, mais t'es obligé de prendre les deux. C'est plus des options. Je suis d'accord. C'est exactement ce que j'ai dit. Alors, on garde le suspense là, mais au final, tu prépares quoi comme diplôme? Oui, BPGEPS, métier de la forme, donc option haltérophilie musculation. D'accord, ok. Ça me parle très bien, BPGEPS. Super. Très bien. Donc aujourd'hui, tu es en plein dedans. Donc, tu vas à l'école. Ouais. Tu réalises tes coachings. Ouais. Aujourd'hui, si tu devais un petit peu décrire
toi en tant que coach, t'es quoi Ouais. comme type de coach? Je suis quoi comme type de coach? Mm. C'est vaste comme question. T'es un coach C'est-à-dire méchant, t'es un coach motivateur, toujours dans l'empathie, t'es un coach qui prend de la distance avec ses élèves, mais en même temps qui n'hésite pas à taper sur les doigts. Enfin voilà, je te décris vraiment tous les types de coach. D'accord. Non, moi je pense que je suis j'essaie d'être dans l'empathie pour essayer justement de ne pas faire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie. D'accord. Un exemple, ça arrive souvent, c'est que les gens, moi j'avoue, quand je m'entraîne, je suis dans la perf. Oui. Mais c'est pas parce que je suis dans la perf que la personne que je coach ou qui est à mes côtés doit être dans la perf aussi. Donc il faut faire attention à ne pas les emmener sur un chemin qui peut leur être dangereux, tu vois. Oui. Donc en fait, j'essaie beaucoup d'écouter ce qu'ils disent. Parce que ça qui est pas évident, c'est que quand on est un coach, on parle pour motiver, on parle pour ouais, c'est ça, pour faire que les gens restent concentrés dans ce qu'ils font. Et aussi, des fois, pour mettre des mots sur des choses, et comme ça, s'ils sont pas d'accord, ils le disent, parce qu'ils savent pas forcément parler de quoi on parle. Mais des fois aussi, c'est bien de se taire pour pouvoir les écouter eux. Et des fois, ils parlent pas forcément de la séance en elle-même, ils parlent de leur vie de tous les jours. Oui. Et toi, il faut que tu arrives à lire derrière, justement, les peurs qu'il peut y avoir derrière. Donc voilà, moi, par exemple, j'ai une personne que je coach depuis quelques années qui est en burn-out. Et ben, par exemple, cette personne-là, il faut beaucoup l'écouter. Donc voilà, je dis pas dire que j'ai la prétention de tout savoir et d'être voilà, mais en tout cas j'essaie d'écouter. Quand il faut pousser, je pousse. Par contre, quand il y a un objectif, Oui. si on est à la cool ou si si la personne n'a pas vraiment d'objectif et c'est un objectif cool, je suis cool. Si maintenant la personne a un objectif et du coup son objectif devient mon objectif, je vais pousser un peu. D'accord. Mais attention, je vais pousser, bien sûr, tout en veillant à ce que, au niveau des douleurs ou du autre, lui dire des fois, t'inquiète, le travail est fait, aujourd'hui, si ça va pas, ou si t'es fatigué sur la fin de la séance, si on faut réadapter, il faut constamment réadapter de toute façon. Oui, j'imagine. Le programme que tu as dans ta tête aujourd'hui ou en début de semaine avec la personne ne sera pas forcément celui que tu vas faire. Et je pense qu'un bon coach, c'est celui qui s'est adapté en fonction aussi de l'état de la personne, mental ou physique. Toujours que la personne fasse sa séance, par contre, ça c'est important. Oui. Mais d'adapter la séance pour qu'elle reparte motivée et qu'elle reparte détendue. D'accord, ok. Parce que c'est vrai que j'allais te dire, en effet, vous pouvez fixer un programme en début de semaine, Ouais. mais tu sais pas ce qui a pu se passer Bien dans sûr, sa tête bien après sûr. au cours de la semaine. Ouais. Et en effet, c'est pour ça que ça doit être très important d'être observateur, d'analyser Ouais. comment elle est. Ah, mais c'est vrai que c'est bizarre, d'habitude elle n'est pas comme ça. Et du coup, d'essayer de prendre le temps de l'écouter, mais tout en étant aussi dans l'action, parce qu'il Ouais. faut qu'elle fasse sa C'est séance. ça. Mais ce qui est dur aussi, je pense, c'est que la plupart du temps, je pense que quand les gens prennent un coach, il y a une certaine pression qui se met, parce que bien sûr, ils disent je paye, Oui. et même au niveau de mon entourage, peut-être les gens se disent, leur entourage, il a un coach, il faut qu'il perfe. Mm. Et en fait, du coup, moi j'ai l'impression que mon travail, c'est beaucoup de déculpabiliser les gens en fait. D'accord. C'est pour ça que je pense que l'écoute elle est importante, c'est qu'ils sont tellement se dire j'ai un coach, il faut qu'on avance, il faut que j'ai des trucs à... Voilà, je sais pas si c'est pour l'entourage ou pour eux-mêmes ou les deux, Mhm. mais alors que toi tu es plus en train de freiner. De leur dire t'inquiète, ce que tu fais là, c'est très bien. Déjà bien. Et même quand tu sais que très souvent je fais des compliments, je dis déjà c'est parce que c'est important de complimenter quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour qu'il sache qu'il est dans la bonne direction. Et très souvent tu fais des compliments, tu sais qu'ils n'entendent pas. Ah oui. Non. Par contre, quand ils sont pas contents d'un truc parce qu'on parle des allures, des choses, ils disent ah j'étais pas dedans tout ça, mais toi c'est toi qui relativises. Oui. Tu dis t'es pas dans l'allure, mais avant on a fait ci, on a fait ça, la fatigue, ceci, cela, et voilà. Mais je suis constamment en train de d'être leur avocat en fait. Ouais, je vois. Alors alors que pourtant oui, quand il faut pousser, je pousse, mais en même temps je suis plus voilà dans la déculpabilisation. D'accord. Donc ça je pense que c'est important et on en parle pas beaucoup. Ok. Et ça t'arrive d'avoir des élèves démotivés qui arrivent à la séance déjà Comment tu fais quand t'as... parce que comme tu dis, ce sont des personnes qui font appel à toi, Ouais. qui payent, etc. Ouais. Mais ils peuvent des fois être dans un état d'esprit où ils sont là, mais t'as l'impression qu'ils sont là, mais ils sont pas là. Comment Ouais. tu fais pour récupérer... Ça m'arrive ça parce que justement surtout quand tu les récupères à la sortie du travail. Ouais. Ils peuvent Et, avoir une sacrée ouais. journée. Et donc, comment tu fais? Tu fais parler, tu fais, comme je te dis, déjà tu réadaptes. Oui. Tu vois déjà tout de suite, tu dis, oh là, les objectifs là aujourd'hui, ça va pas le faire. Mais voilà. Donc au début, il faut arriver. Donc ça, c'est pas évident. C'est que des fois, il y a une séance qui est prévue, tu veux faire la séance, mais eux, ils ont envie de parler.
Et des fois, voire ils n'ont pas envie de faire du sport. Donc, des fois, il faut être ferme, des fois, il faut écouter, des fois, il faut lancer la séance, mais pas sur des trucs violents au début. Oui. Et au fur et à mesure, quand ils commencent, je pense qu'ils ont besoin de parler déjà. S'ils ont besoin de parler, il faut les laisser parler. Mais du coup, il faut qu'ils puissent faire des exercices qui leur permettent de parler, mais en même temps qui les font travailler. Oui. Voilà. Après, je pense que quand ils sont dedans, ils sont lâchés. Ouais, c'est ça. C'est une fois qu'ils ont lâché ce qu'ils ont à dire et qu'ils sont dedans, des fois, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils se disent, ah, j'ai fait tout ça. Oui. Voilà. Oui. Okay. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont besoin d'écoute. Ok, super. En général, tes semaines de coaching, ça représente combien de séances dans la semaine? Et comment tu fais pour t'organiser entre ça, tes cours, et du coup, le fait que tu sois stagiaire dans une salle de sport actuellement? Déjà, dans mon planning, oui, j'ai un planning. Dans mon planning, j'ai à la fois donc, les heures que je garde pour moi pour m'entraîner, aussi bien en running qu'en renfo, parce qu'en plus, par rapport à l'examen final, j'ai des choses à préparer aussi sur lesquelles il faut que je m'entraîne. Donc dans mon planning, il y a ça. Il y a effectivement les heures de coaching que je donne à la salle de sport. Il y a la vie de famille, la vie perso. Et puis oui, il y a les coachings. Les coachings, je les mets sur les journées les moins chargées, si je peux dire. Et puis aussi, bien sûr, en fonction des dispos des clients. Mais de toute façon, là, j'ai dû beaucoup freiner parce que pour moi, l'obtention du diplôme et mes sujets sportifs sont plus importants que les coachings. Donc là, il y a même des clients que j'ai gardés, pas forcément pour le côté financier, mais plus parce que justement, je voulais garder. J'ai dû faire des choix. Certains que j'ai pas gardés, certains que j'ai gardés. Mais j'ai pas... Combien d'heures ça représente, tu m'as demandé? Donc, combien d'heures, combien de séances dans la semaine en fait J'ai pas tant que ça, hein. Je dois avoir 4 heures de coaching par semaine. D'accord. Que je donne, je vais dire, dans les cours perso, j'ai 4 heures par semaine. D'accord. Donc en effet, tu as dû prioriser toutes ces choses-là pour effectivement pouvoir caler à la fois ton activité de coach et du coup l'école et ce que tu fais en tant que stagiaire. Tu le vois comment? Tu le vois comme quelque chose d'hyper stimulant parce que justement tu as ton objectif et tu as ta vision et le but c'est que tu atteignes tout ça, ou tu constates que c'est quand même une phase assez difficile, enfin voilà, en toute transparence. Non, c'est stimulant. C'est stimulant. Après, ce qui n'est pas évident, c'est plus que il n'y a pas vraiment de temps mort dans le sens où les moments où on va dire je suis censé me poser, j'ai des dossiers ou des choses comme ça à faire. En fait, ce qui n'est pas évident, c'est que quand je suis pas dans quelque chose de physique, donc de sportif physique, là après c'est que le cerveau qui travaille. Mais le cerveau travaille tout le temps parce qu'en fait j'ai des dossiers à faire. Oui. Et donc il y a du travail que je devrais faire même si j'avais pas d'enfant. Si j'étais pas en couple, disons que j'aurais plus de temps, naturellement je les ferais et je déculpabiliserais un peu plus. Mais là c'est vrai que de te dire que quand tu partitionnes un peu plus ton temps, on va dire que le temps personnel que tu as, tu dois le dédier aussi un peu à ta famille, à tes proches. Et du coup, quand tu sais que tu l'as donné aux autres, après, toi, ton temps après, quand tu regardes ton temps à toi, tu te dis, il reste pas grand-chose. Mais sinon, à part ça, non, c'est stimulant. Et puis avant, quand même, quand j'étais responsable logistique et transport, j'avais déjà 2 heures de transport aller, 2 heures de transport retour. Et malgré ça, j'arrivais à coacher. Donc j'ai toujours été habitué à partitionner un petit peu mon planning pour pouvoir faire ce que j'avais besoin de faire. Ok, super. Où vas-tu trouver ta source d'inspiration pour avancer chaque jour? Ça dépend d'avant et maintenant, parce qu'il y a un avant et un après. Tu peux nous parler des deux si tu veux. Pour avancer chaque jour, dans quoi? Dans le coaching ou avancer chaque jour dans tout ce que je fais en général? Dans tout ce que tu fais. Ouais, c'est pas évident. On va dire que j'ai des motivations comme j'ai des personnalités publiques comme LeBron James ou comme Kobe Bryant qui sont des bourreaux de travail qui me motivent bien. Déjà, je précise que voilà, j'ai pas percé dans le basket, mais je reste toujours très attaché. Ça reste mon sport préféré. Oui. Ça reste le sport que je regarde tous les jours. Ils étaient là le week-end dernier, non? Il n'y avait pas eu un match? Il y a eu un match, mais par contre, ils n'étaient pas là, eux.
Oui, non, voilà. pas tes références voilà. Mais oui, inspirantes. mais effectivement, oui, Mathias de la Menager. NBA. Ouais. Et donc voilà, je continue à regarder le basket. Je crois que j'ai un mode de vie encore de basketteur, je pense un petit peu aussi encore. Oui. En tout cas de passionné de basket. Donc déjà ça, même après tout sportif, tout sport. Mais après je dis pour ça, je dis que il y a un avant et un après. C'est que ce qui me motivait avant reste ma base, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'aujourd'hui on peut trouver la motivation dans beaucoup de choses. Déjà juste dans Instagram, en réagissant avec d'autres passionnés qui peuvent être meilleurs que toi, même moins bons que toi, ça peut te motiver parce que les gens qui sont moins bons que toi, il y en a qui partent de très très loin et quand tu vois ce qu'ils arrivent à faire, t'es impressionné. Il y a de ça, il y a... sinon je regarde quand même beaucoup ce qui se passe au States dans le domaine du fitness et tout, ça me motive. Ça te motive et ça t'inspire ? Et oui, exactement. D'accord, ok. Ouais, les deux. Mais sinon... Alors, une autre question, je pense que tu vas peut-être y répondre plus facilement. Et la musique dans tout ça ? Est-ce que c'est une source d'inspiration pour toi ? Non mais je distingue bien les deux. Inspiration, non. D'accord. Pas inspiration. Motivation, oui, mais pas inspiration. Parce que la musique... Déjà, ce que j'aime avec la musique, c'est que c'est intemporel et il n'y a pas de date d'expiration justement sur la musique. Et en fonction aussi de l'état dans lequel on est, on n'a pas forcément envie d'écouter le même style de musique. Mais ça peut motiver effectivement certaines playlists dans certains... De toute façon, j'ai dit qu'il y a une playlist aussi pour chaque moment de la vie. Que ce soit quand tu es au repos, quand tu travailles ou quand tu vas faire ton sport. Tu as des exemples de musique qui sont motivantes pour toi, on va dire inspirantes du coup, motivantes. Pour faire du sport ? Faire du sport ou... pour la vie de tous les jours. Ouais. Ça dépend, mais tu vois, c'est vrai qu'en tout cas dans ma vie, j'ai toujours écouté du rap. Oui. J'ai toujours écouté du rap. Après, le rap, maintenant, les codes ont changé. Mais parce que justement, dans le rap, si avant les gens, on va dire, dans la musique, ils faisaient un état de fait de ce qui n'allait pas. Mais ça ne voulait pas dire même si les choses n'allaient pas dans le sens qu'on voulait, qu'il n'y avait pas d'opportunité et qu'il ne fallait pas être motivé et déterminé. Oui. Et c'est ce message-là que j'ai toujours aimé. Et après, voilà, c'est partage de tranches de vie de chacun, et bien sûr avec la bonne musique qui va avec et la bonne énergie. Et donc, même le peu de fois dans ma vie où justement ça allait pas trop, ou tu savais pas trop où aller, ou tu n'avais pas trop d'énergie, de base, ça te donnait de l'énergie, ça te reboostait, quoi. Donc oui, la musique pour ça m'a toujours boosté, motivé. Mais maintenant, comme les codes ont changé, comme je disais, le rap c'est plus comme ça. Déjà le rythme s'est beaucoup apaisé, oui. C'est plus aussi énervé qu'avant. Déjà même maintenant, quand tu fais des playlists sportives, je trouve que c'est difficile de trouver des musiques aussi entraînantes qu'avant. Parce que là, il y a différents courants de rap, à part maintenant peut-être la drill, qui a retrouvé une certaine énergie. Mais sinon, par contre, malheureusement, les thèmes déjà sont plus binaires hein, dans ce qu'il y a maintenant. Avant, il y avait beaucoup d'originalité, donc tu pouvais te retrouver dans différentes facettes. Là, maintenant, c'est vrai que c'est assez toujours la même chose. Et t'écoutais ça pour le rythme, ou pour les textes, ou les deux ? Les deux. Les deux, d'accord. C'est un tout. Et c'est une attitude, c'était des codes aussi, c'est des codes qui me plaisaient aussi. Donc voilà. Mais là, non, la musique est bien sûr toujours très importante pour moi, et j'achète encore, je précise, de la musique. Mais c'est vrai que non, c'est pas pareil qu'avant. C'est pas pareil qu'avant. Déjà, peut-être aussi parce que j'ai vieilli aussi. Hein. Mais avant, c'est vrai qu'on avait de la musique qui parlait à tout le monde. Aujourd'hui, moi, j'écoute tout, même si ça me parle pas forcément. Mais c'est vrai qu'on peut pas. Il y a plus de musique qui rassemble comme avant, je trouve. Ouais. Déjà, par exemple, même des Michael Jackson, si on prend plus large, des Michael Jackson, des Bob Marley ou des gars comme ça. On va dire qu'aujourd'hui, on va te mettre Drake à la place. Mais Drake, pour moi, je suis désolé, il rassemble pas. Non, c'est pas pareil. C'est pas l'équivalent. Voilà. Non, le contenu, aussi bien le contenu ou même une Beyoncé. Ça vend beaucoup, d'accord ? Oui. Mais ils sont pas croche-genre et ils dépassent pas toutes les barrières et ça rassemble pas tout le monde comme ces icônes qu'il y avait avant. Complètement. Voilà. Complètement. Ok, super. Super. On en sait un peu plus là-dessus. C'est top. On arrive quasiment à la fin. D'accord.
Jérémy, quelle perspective d'avenir pouvons-nous te souhaiter par rapport à tout ce que tu fais là aujourd'hui et à tout ce qui t'attend? Alors, me souhaiter d'arriver à vivre de ma passion. Oui. Parce qu'au final, si on fait un résumé rapide de ma vie, c'est que je ne l'ai pas précisé, mais à l'obtention de mon bac, en fait, j'ai fait une année STAPS et donc je prévoyais à la base d'être coach sportif ou entraîneur. Oui. Voilà. Et l'année, comme j'avais pas forcément le bon background au niveau sportif, niveau école scolaire, je m'étais dit que c'était pas fait pour moi, donc j'ai mis le sport de côté, en tout cas dans le domaine professionnel. Et là, donc ça c'était à 18 ans, donc plus de 20 ans après, je reviens. Oui. J'espère cette fois-ci arriver à me faire ma place, donc voilà. J'espère arriver à me faire ma place, j'espère arriver à dépasser le revenu que j'avais en tant que responsable logistique et transport. Et voilà, et j'espère surtout, pour terminer l'interview, j'espère donc pouvoir dire à mon fils et pouvoir dire à tout le monde que qu'en fait il faut faire ce qu'on aime et qu'en fait il faut croire en soi. Parce que moi en fait au final, mes parents ne croyaient pas en moi et en mes projets sportifs. Et c'est pour ça que j'ai abandonné un peu. D'accord. Je croyais en moi et après j'ai été déçu. Et après j'ai lâché l'affaire. Alors que si mes parents avaient cru en moi, je n'aurais pas lâché. Et aujourd'hui peut-être que je pense que je serais ailleurs. Mais en tout cas dans le sport. D'accord. Donc à un moment donné de ta vie, en effet, tu as peut-être manqué de cet entourage qui t'entoure et qui te soutient et qui, même si tu as envie de lâcher, te dit non, 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 non. Alors c'est pas à un moment de ma vie, ça a toujours été. D'accord, ok. Ça a toujours été. Il a fallu justement que moi, au fur et à mesure dans ma vie, je devienne plus fort et que je sache ce que je veuille. Oui. Mais mes parents, il n'y a que 2 ou 3 ans qu'ils ont compris un peu ce que c'était et à quel point c'était fort. Et du coup, ils se sont même excusés et ils disent ouais, on a douté et toi, t'as pas douté. Voilà. Important en tout cas de pouvoir se rendre compte tôt ou tard. Ok, donc c'est tout ce qu'on te souhaite, j'ai envie de dire, c'est tout ce que je te souhaite. C'est vraiment top d'avoir pu échanger avec toi sur tout ça, d'en savoir plus maintenant, et de se rendre compte que finalement, tu l'as si bien dit, important de faire ce qu'on aime, et dans tout ce que tu nous as décrit là, on se rend compte que tout âge en fait, on peut changer de voie, on peut changer de métier. Il n'est jamais trop tard pour se reconvertir et que le plus important, c'est de pouvoir être dans un milieu, dans un environnement où on s'épanouit pleinement. Tout à fait. Et ça a forcément ensuite des résonances, des répercussions sur sa vie globale. C'est ça. Et ça, justement, du coup, c'est quand je t'ai pas répondu sur mes motivations, inspirations actuelles, c'est ça, c'est comme tu as dit, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout peut me motiver ou m'inspirer. Parce que justement... comme tu dis, à partir du moment où tu es dans un environnement qui est assez dynamique ou propice à ce qu'il se passe des choses, tu peux rencontrer 1 ou 2 personnes, simplement tu écoutes, tu peux avoir une super information qui peut allumer ou ouvrir d'autres portes. Et donc tu as bien résumé, c'est ça. Super. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Sur Instagram, j_doesitall. D'accord. Voilà, donc Doesitall qui fait tout en français. Sur Facebook aussi, et sur YouTube. J'ai un YouTube qui s'appelle Train with Jay. D'accord, c'est une chaîne? C'est une chaîne YouTube, d'accord, super. Donc Train with Jay, s'entraîner avec Jay en gros. Et sur TikTok aussi, j'ai un TikTok qui s'appelle All the Way Up, je crois. D'accord. Voilà, de toute façon, sur mon Instagram, j'ai un onglet dans ma bio qui indique les différentes plateformes sur lesquelles je suis dispo. D'accord. Mais c'est vrai que ma plateforme de cœur, c'est Instagram et le YouTube est en train de se développer. Super. Voilà. Nickel. Et bien on a toutes les informations, on pourra te retrouver bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour cette interview, c'était sympa de discuter sur tout ça. J'espère que on pourra te souhaiter encore plein de belles choses d'ici 3, 4, 5 ans et qu'on te retrouvera et qu'on pourra encore raconter plein de choses là-dessus. En tout cas, merci encore. Je te souhaite encore plein de belles surprises et de découvertes dans ta vie. Et continue de coacher aussi bien parce que j'étais quand même ton élève, faut pas l'oublier. C'est vrai. Merci beaucoup, je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Salut. Salut.